l'information sur RT1. Madame, Monsieur, bonjour. En ouverture de ce journal, le Conseil des ministres, réunion stratégique tenue hier sous la présidence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Parmi les décisions prises, la formation militaire, la formation continue des fonctionnaires et agents de l'État, la sécurité alimentaire et l'accès aux soins de santé, aux médicaments. Le compte-rendu à suivre dans cette édition. Coopération Côte d'Ivoire-Égypte. La présidente du Sénat ivoirien à New Cairo, la nouvelle capitale administrative de l'Égypte, Kandia Camara, était porteuse d'un message du président de la République ivoirienne, Alassane Ouattara, à son homologue Abdel Fattah al-Sisi. Et puis, fumée noire, toujours au Vatican, toujours pas de nouveau pape au deuxième jour du conclave. Deux nouveaux votes sont prévus dans l'après-midi ce jeudi. Le président Alassane Ouattara a présidé hier un conseil des ministres. Au nombre des mesures adoptées, le collège de parrainage citoyen pour les candidatures à l'élection présidentielle. Autre point souligné, la formation militaire, la formation continue des fonctionnaires et agents de l'État, la sécurité alimentaire et l'accès aux soins de santé, mais aussi aux médicaments. Le compte-rendu rapporté par Alexis Ouetraogo. C'est une nouvelle qui pourrait en réjouir plus d'un. Ce décret annoncé ce mercredi en Conseil des ministres pour organiser la formation continue des fonctionnaires. Il va prolonger de 6 années la durée maximale de formation à long terme et le congé professionnel. Plus inclusif que l'ancien dispositif, ce décret introduit diverses innovations en vue de redynamiser la formation continue et d'offrir à tous les fonctionnaires et agents de l'État sans restriction, des possibilités multiples d'acquérir, de maintenir et d'améliorer leurs compétences pour un service public de qualité. Il prolonge notamment la durée maximale de la formation continue de longue durée ainsi que celle du congé de formation professionnelle à 6 ans sur l'ensemble de la carrière de l'agent afin de lui permettre de réaliser un projet personnel qui soit en relation avec ses activités professionnelles. Il institue, en outre, la validation des acquis de l'expérience avec pour objectif de valoriser les compétences métiers dans l'administration publique et d'améliorer les performances du service public. Les forces ivoiriennes, elles bénéficient de la ratification de 2 accords de coopération avec la Turquie dans les domaines de la formation technique et scientifique, objectif, améliorer leur interopérabilité. Cet accord d'intérêt stratégique permettra à nos forces armées de bénéficier de l'expérience de la République de Turquie en matière d'industrie de la défense, de médecine militaire, de systèmes électroniques de l'information militaire, ainsi qu'en matière d'opérations autres que la guerre, telles que les opérations de maintien de la paix et d'aide humanitaire. Autre point clé abordé, celui de la sécurité alimentaire. La filière manioc va voir sa chaîne de valeur redynamisée. Elle bénéficiera de fonds liés à la ratification d'accords financiers avec la Banque islamique de développement. Il s'agit, dans le cas d'espèce, de rendre plus dynamique la chaîne de valeur du manioc allant de la production à la transformation et à la commercialisation des produits du manioc en vue de créer davantage d'opportunités d'emploi, en particulier pour les jeunes et les femmes, et d'accroître les revenus des ménages œuvrant dans la filière du manioc. Sujet de satisfaction, les bons points de la Côte d'Ivoire à la faveur des réunions du FMI et de la Banque mondiale. Réunions qui ont mis en avant la nécessité de politiques économiques prudentes face aux incertitudes mondiales et reconnu les progrès ivoiriens en matière de gestion financière, de lutte contre le blanchiment et d'efforts antiterroristes. Le pays se mobilise d'ailleurs pour la candidature de son expert au Comité des droits de l'homme des Nations Unies et vient de ratifier la Convention relative aux droits des personnes handicapées. La ratification de cette convention permettra de réaffirmer l'engagement de notre pays exprimé dans la Constitution, de promouvoir et de protéger toutes les catégories de droits de l'homme et de consolider spécifiquement les droits des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire national. Le Conseil indique la modification de l'article 51 du Code électoral sur le parrainage des candidatures. Cette mesure vise à éviter
une augmentation du nombre de circonscriptions administratives où les parrainages seraient requis en raison de l'augmentation du nombre de districts autonomes de 2 à 14 par l'effet du décret numéro 2021-276 du 9 juin 2021 portant création de 12 districts autonomes. Le porte-parole du gouvernement n'a pas manqué de rappeler l'accès gratuit aux soins de santé pour les travailleurs du secteur informel, ceux détenteurs de la CMU du 1er au 31 août. Il annonce pour juillet prochain la tenue du forum Ivoire Tech 2025 qui entend stimuler l'innovation locale en soutenant les acteurs des secteurs en pleine croissance de la fintech, de l'agritech, de l'e-commerce et des technologies de l'information et de la communication. Le Conseil a pour finir noté la participation du vice-président de la République à l'investiture du nouveau président gabonais le 3 mai dernier à Libreville. Le Conseil supérieur de la magistrature s'exprime en cette période préélectorale. Il rappelle aux acteurs du service public le respect des règles de déontologie, d'indépendance et de conscience professionnelle. Un ton ferme que rapporte Souleymane Donisongo. Au cours d'une déclaration prononcée il y a quelques jours, l'Ordre des avocats des Côte d'Ivoire avait exprimé des inquiétudes quant au fonctionnement de l'appareil judiciaire et le respect de la déontologie qui régit les services publics de la justice. Cette annonce intitulée « Déclaration du barreau sur la situation préélectorale en Côte d'Ivoire, la paix par le droit » n'a pas laissé le Conseil supérieur de la magistrature sans réaction. Le Conseil supérieur de la magistrature tient à rassurer le barreau de Côte d'Ivoire, l'opinion nationale et internationale, que conformément à l'article 5 de la loi organique numéro 2022-221 du 25 mars 2022, déterminant les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, il veille à l'indépendance de la magistrature et au strict respect des règles de la déontologie du magistrat. Le Conseil supérieur de la magistrature invite les membres du barreau de Côte d'Ivoire, en leur qualité d'acteurs du service public de la justice, à lui dénoncer toute circonstance de nature à porter atteinte à l'indépendance de la magistrature et tout manquement aux règles de la déontologie. Cette déclaration du Conseil supérieur de la magistrature est signée par le président des sessions, Kanvali Diomandé. Et à présent, ce message transmis au sommet entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte, la présidente du Sénat, Kandia Camara, porte la voix du chef de l'État, Alassane Ouattara. Un message remis au chef de la diplomatie égyptienne. C'était au cours d'une visite de la nouvelle capitale administrative de l'Égypte. Le compte-rendu de Kader Sogodogo. Voici le miracle égyptien. Réussi à faire sortir du désert une ville nouvelle pour répondre aux problèmes de surpeuplement du Caire. Le projet New Cairo, démarré en 2016, a aujourd'hui fière allure. Khaled Mahmoud Abbas, celui en qui le président égyptien Mohamed Abdel Fattah al-Sisi a placé toute sa confiance pour réaliser le projet, reçoit dans son quartier général la présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, Kandia Kamisoko Camara, en visite de travail. Comment ne pas s'émerveiller devant tant de prouesses? 50 000 fonctionnaires étatiques travaillent dans la nouvelle capitale et y viennent quotidiennement. Également le Parlement avec ses deux chambres, le Sénat et la Chambre des représentants, qui ont de réunions dans ce palais présidentiel. Depuis un an, tout le gouvernement, tout le ministère et également le Premier ministre travaillent à la nouvelle capitale. En 3 ans, nous ciblons à peu près 500 000 habitants. La Côte d'Ivoire pourra compter sur l'expertise égyptienne. Voir ce nouveau modèle de construction de nouvelles villes, un modèle que nous, ici, membres de la délégation, nous voyons pour la première fois en Afrique, réalisé par des Africains. Nous ne pouvons qu'être fiers. Félicitations, Monsieur le Président, pour ce modèle. Un modèle qui pourra répondre efficacement à tous les problèmes qui se posent à toutes les grandes villes, les grandes capitales africaines. New Cairo, où la nouvelle capitale abritera également les nouveaux locaux de l'ambassade de Côte d'Ivoire. La présidente du Sénat a remis au nom du pays le 2e chèque relatif à l'acquisition. Le Premier ministre et son gouvernement sont déjà installés dans la nouvelle capitale.
Le ministre des Affaires étrangères a reçu à son cabinet Kandia Kamisoko Kamara, porteuse d'un message de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, à son homologue égyptien Mohamed Abdul Fattah al-Sisi. Et la capitale ivoirienne, Abidjan, est un carrefour de solutions pour l'emploi en Afrique, avec l'ouverture du 13e congrès de l'Association des services publics d'emploi. Plus de 150 délégués y participent avec pour défi commun l'emploi des jeunes, une scène de partage d'expériences et de procédés où la Côte d'Ivoire a présenté ses acquis. Franco Adio. Le 13e congrès de l'Association mondiale des services publics d'emploi ouvert officiellement ce mercredi. Depuis le 5 mai, Abidjan abrite l'événement de 4 jours. Plus de 150 délégations participent aux réflexions sur l'employabilité et l'autonomisation des jeunes dans le monde. Vous serez notamment amené à vous interroger sur les moyens d'anticiper et de maîtriser l'impact des mutations démographiques sur l'emploi et les compétences. Les mécanismes d'accompagnement de l'émergence des économies vertes, numérique et solidaire dans une logique d'inclusion sociale. Un marché de l'emploi moderne, la Côte d'Ivoire s'est inscrite avec ses réformes dans cette dynamique. Ces réflexions trouvent un écho particulier dans la vision stratégique du gouvernement ivoirien. Parmi ces instruments figure un large éventail d'interventions articulées autour de 3 axes stratégiques. En matière d'emploi salarié, il s'agit de favoriser l'accès des jeunes au monde professionnel à travers des placements directs en entreprise. 2. En matière de développement de compétences, l'accent est mis sur la formulation de programmes de formation de reconversion et de réqualification. Au nom du Premier ministre Robert Begré-Bambé, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale engage et confirme la volonté de l'État ivoirien. Les conclusions des travaux de ces assises d'Abidjan sont attendues. Les défis sont certes immenses, mais les opportunités le sont tout autant si nous savons conjuguer nos efforts, mutualiser nos expériences et surtout innover ensemble. C'est justement pour favoriser cette mutualisation des expériences que la Côte d'Ivoire a répondu positivement à la demande de l'Association africaine des services publics d'emploi d'abriter le siège de l'Académie régionale des services publics d'emploi. À ce 13e congrès de l'Association mondiale des services publics d'emploi, une nouvelle présidente a été élue pour 3 ans. Il s'agit de la Slovène Barbos Kerbic Greta Metka et la Côte d'Ivoire désignée à la vice-présidence pour l'Afrique de l'Ouest. Depuis 3 jours est ouvert à Abidjan le SILA, le Salon international du livre d'Abidjan, une édition qui imprime les racines culturelles, bien évidemment par les livres présentés, les mots échangés et les nations représentées, tout un symbole pour la Guadeloupe. Invité d'honneur, une célébration culturelle qui est aussi parrainée par le grand chancelier de l'Ordre national Ali Koulibaly. Souleymane Donisongou nous fait le point de cet événement. 15e édition du Salon international du livre d'Abidjan au Parc des Expositions. Les acteurs du monde des arts, de la culture et de la littérature réunis dans une même salle. 27 pays participent à l'événement, dont les Antilles francophones avec la Guadeloupe comme pays invité d'honneur. Il est nécessaire aujourd'hui que dans le monde du livre, nous puissions avoir des relations sud-sud et plus sud-nord, que nous puissions en direct échanger entre nous et puis avec des personnes qui finalement nous ressemblent. Elle est connue principalement pour la bande dessinée Aya de Yopougon qu'elle a écrite. Marguerite Aboué, écrivaine et scénariste, est l'auteur à l'honneur pour les SILA 2025. Livre Racine, le thème de cette 15e édition, m'évoque le lien que la lecture peut favoriser entre les générations. Ma relation au récit me renvoie à ces années d'enfance où notre grand-père nous racontait des histoires sous un grand arbre. Un arbre qui représente à mes yeux le lieu des rêveries, le lieu des généalogies et le lieu des apprentissages. Le Salon international du livre d'Abidjan est devenu un événement dont l'écho résonne au-delà des frontières. 15 éditions, c'est un message, une affirmation de notre présence qualitative. Son développement illustre également la vision clairement affichée et la volonté politique affirmée du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de bâtir un écosystème robuste et structuré autour du livre.
Parrain pour la deuxième fois consécutive du SILA, le grand chancelier de l'Ordre national, Ali Koulibaly, se veut défenseur de la cause littéraire. Je me suis formé dans le chaudron culturel qui bouillonnait à l'époque dans la capitale sénégalaise. Devenu plus tard journaliste, j'ai eu l'opportunité de suivre de nombreuses conférences et rencontres consacrées au dialogue des cultures. Très tôt, je l'avoue, j'ai été éveillé à l'importance que revêt pour tout être humain, pour toute nation, comme pour tout le monde entier, cette idée de la diversité culturelle. Les visiteurs affluent déjà au parc des expositions d'Abidjan, Port-Boué, pour ce rendez-vous littéraire qui se tient jusqu'au samedi 10 mai. Le SILA n'est pas qu'un événement autour du livre, c'est aussi un gage de la vitalité culturelle de la Côte d'Ivoire. Et le parrain du SILA, Ali Koulibaly, grand chancelier de l'Ordre national, annonce sur cette plateforme la restitution d'une partie des objets d'art de la Côte d'Ivoire retenus en France. On en sait plus avec Souleymane Donisongo. Je demande que le livre devienne une vraie cause nationale. Au parc des expositions, à la cérémonie officielle d'ouverture de la 15e édition du Salon international du livre d'Abidjan, Ali Koulibaly, grand chancelier de l'Ordre national, signe le retour d'un important symbole culturel en terre natale. Au moment où nous sommes réunis ici, une bonne nouvelle est tombée. Elle concerne la restitution d'une partie de nos objets d'art retenus en France. Quel plus beau symbole que le Salon international du livre d'Abidjan pour accueillir ce moment historique. Le tambour parleur, le Didi Ayokwe, capable de résonner des kilomètres à la ronde pour rassembler et convoquer la communauté, un tambour qui est resté trop longtemps silencieux. Il retrouve aujourd'hui son pouvoir. Fidèle compagnon de lutte du président de la République, Alassane Ouattara, l'ancien patron des médias, évoque des souvenirs et partage la vision littéraire du chef de l'État. Le dialogue des cultures, le président Alassane Ouattara y tient fermement, parce que convaincu que nous devons considérer la diversité culturelle comme l'un des biens les plus précieux de l'humanité. Certaines initiatives doivent être encouragées, comme celle de la première dame, Mme Dominique Ouattara, qui a pris à cœur la question de l'incitation à la lecture. Grande amie des livres elle-même, elle a acquis des autobus remplis de livres qu'elle fait circuler dans les quartiers, et ce, pour pallier le manque de bibliothèques dans notre pays. Plus qu'un événement culturel, le SILA se présente telle une déclaration d'amour au savoir et à la connaissance. Plusieurs délégations venues de 27 pays prennent part à ce rendez-vous des arts et de la culture, dont celle des Antilles françaises. Et de l'art à l'artisanat, il n'y a de séparation que l'objet, et très souvent, derrière ces œuvres, il y a des femmes de talent, parfois invisibles, peu exposées parmi les 3 millions d'artisans que compte la Côte d'Ivoire, des talents peu visibles sur lesquels la lumière est mise au MIVA, le marché ivoirien de l'artisanat. En analysant les blocages, les experts veulent surtout faire émerger des championnes nationales de l'artisanat. On en parle avec Victorina Oyobwe. Comme leurs collègues hommes, les femmes artisanes sont venues nombreuses au MIVA pour exposer leur savoir-faire. Leur ingéniosité séduit des clientes surprises par la beauté des créations, mais aussi par le goût des produits. Pour celles qui se sont essayées à la dégustation du thé au curcuma ou à la poudre de cacao. Je viens de boire un thé à base de cacao qui est très bon. C'est sans sucre, mais vraiment c'est bon. Elle m'a annoncé tout à l'heure les vertus du cacao que je ne connaissais pas. Des produits de qualité, certains bio et à des prix abordables. Des atouts qui devaient permettre à nos artisanes de s'imposer sur le marché local et à l'international. Ce n'est pourtant pas le cas. Notre observation, les Ivoiriens n'aiment pas trop consommer les produits locaux, c'est ce qui nous fatigue un peu. Par exemple, quand vous partez en Chine, vous partez au Japon, ce qu'eux-mêmes ils fabriquent, ils consomment. C'est vraiment parce qu'on ne connaît pas
qu'on ne consomme pas. À la télé, pour nos émissions, on fait plus de publicités qui viennent d'ailleurs que des publicités de nos produits. Encourager les populations à consommer ivoirien tout en invitant les artisans en général à promouvoir leurs produits. Cela a l'avantage de garantir une clientèle locale. Mais il faut aller plus loin. Si les femmes veulent devenir des championnes nationales pour ce qui concerne l'artisanat, premier défi, sortir de l'informel. Les femmes ne doivent pas avoir peur de se formaliser. Elles ont peur de payer les impôts, donc ça va venir naturellement, mais c'est normal de payer les impôts. À partir de cet instant, il y a une structuration qui va venir, il y a de l'accompagnement, il y a beaucoup de structures qui sont là pour les accompagner. On a vu le bel exemple de Naïma Dolls, qui est devenue une holding, qui a été soutenue par l'État, par les institutions. La fondatrice de Naïma Dolls citait un exemple à la journée de l'investissement au féminin au MIVA. Quand on lui demande le secret de son succès... Il n'y a pas de secret, c'est que c'est une posture. Et la posture de l'entrepreneur aujourd'hui en Côte d'Ivoire, dans un écosystème où et l'État et les banques sont prêtes à nous accompagner, c'est vraiment une posture où l'entrepreneur doit aller à l'information, mais également doit se formaliser. Le manque de formalisme fait qu'en fait, on pense qu'on passe entre les mailles du filet, mais en fait, on manque pas mal d'opportunités. Des conseils pris en compte par cette jeune bijoutière qui rêve du développement de son activité. Pour l'instant, la formalisation est en cours. C'est très important d'être formel, très important d'avoir des papiers pour son entreprise parce qu'avec ça, on a beaucoup d'opportunités et aussi on est beaucoup plus fiable envers le client. Les mécanismes existent déjà, notamment le statut d'entrepreneur, aux femmes de saisir ces opportunités pour leur émergence, comme l'indique le directeur général de l'artisanat. À moins de 30 millions de chiffre d'affaires hors taxe par an, vous avez le statut de l'entrepreneur et il y a une taxe communale de l'entrepreneur qui est pour des chiffres d'affaires de moins de 5 millions par an. C'est des dispositifs fiscaux qui sont aménagés pour elles. Le secteur de l'artisanat en Côte d'Ivoire contribue à environ 20% du PIB, avec seulement 4% d'entreprises formelles. D'où l'invitation des femmes à l'information, à la formation et à la formalisation. 3 étapes nécessaires en vue d'accéder au financement. Si on y ajoute la digitalisation du commerce aujourd'hui, elles auront toutes les cartes en main pour changer le visage de l'économie ivoirienne en tant que championne nationale de l'artisanat. Et tout comme pour les artisanes, la donne change aussi pour la jeunesse, du moins on l'espère, avec le salon entrepreneurial, une foire de l'entrepreneuriat pour faire émerger des idées. On y parle de réseautage, d'ambition et surtout de solutions. Amidia Rassouba. La création d'un écosystème inclusif et innovant pour les entrepreneurs au centre des échanges. Au cours de cette rencontre, l'Univers des compétences canadiennes, l'initiatrice de cette activité, lance ainsi la première édition du salon entrepreneurial L'œil du tigre. Le thème de cette année, c'est porté sur la renaissance entrepreneuriale. L'objectif de ce salon, c'est de regrouper les jeunes startups, les porteurs de projets et les investisseurs sur la même table pour permettre à cette nouvelle génération d'avoir un appui financier pour pouvoir démarrer. Le réveil du génie entrepreneurial africain, la connexion des talents aux opportunités, l'accompagnement et la valorisation de l'entrepreneur sont, entre autres, les objectifs de ce salon. En tant qu'entrepreneur, on doit avoir l'œil du tigre. On doit être persévérant, on doit être, je dirais, bien entouré. Et je dirais, la persévérance et l'entourage, dans le cadre d'un salon, est toujours intéressant. Vous savez, l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut vraiment promouvoir. Les jeunes en ont besoin et tous ensemble, nous devons nous mettre dans cet élan pour permettre à ces jeunes entrepreneurs, à ces personnes qui ont des idées de projets, de pouvoir émerger effectivement. Puisque c'est de là que pourra partir la richesse et le développement de notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Start-up, porteurs de projets, investisseurs, institutions, mentors issus d'une 50aine de pays confronteront leurs idées au cours de panels, d'ateliers, de masterclass et d'expositions à Abidjan. L'entrepreneuriat pour accroître le potentiel de croissance sociale dans notre pays et pour lutter contre la vie chère. L'État de Côte d'Ivoire présente une de ses armes, les marchés de proximité. Comment se met en œuvre la politique nationale? Quel bilan des réalisations à ce jour? Et des questions que vous vous posez certainement, des réponses sont apportées par le directeur général de l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers. C'était à la tribune du CICG, Marina Manzan et Jean-Marc Djadji. Le gouvernement
intensifie les actions pour l'approvisionnement du pays en produits vivriers. Le déploiement du programme national de construction de 155 marchés de proximité est effectif depuis le 7 décembre 2022. Cette réforme pour la souveraineté alimentaire de la Côte d'Ivoire est au centre de la tribune du Centre d'information et de communication gouvernementale, Tout savoir sûr. La production vivrière de la Côte d'Ivoire est passée d'environ 11 millions de tonnes en 2011 à 24 millions de tonnes en 2024. Malgré cette nette progression, l'approvisionnement reste un défi majeur. La deuxième phase de ce programme national de construction prévoit l'établissement de 115 marchés de proximité. 6,2 milliards de francs CFA ont déjà été débloqués pour le financement de la première phase du projet. Les marchés de proximité, une réponse à l'insécurité alimentaire dans notre pays. D'Abidjan à Thiémé, l'État ivoirien renforce les circuits courts par ses infrastructures pour des populations mieux nourries. Et voyons l'application dans le Dinguélé où 2 marchés de proximité sont ouverts. Chris Diomandé et Eugène Atoubé. Sur le visage du ministre-gouverneur Gaoussou Touré, toute la joie de procéder à l'inauguration de 2 infrastructures économiques majeures. Le marché de proximité de Thiémé dans la région du Kabadougou et celui de Kimbiri-la-Nord dans le Folon. Les marchés de proximité de Thiémé et Kimbiri-la-Nord permettront une meilleure commercialisation des produits vivriers dans le district autonome du Dinguélé et de faire baisser les prix sur les marchés. Avec ce marché de proximité, vraiment ça va nous arranger et nous aider non seulement à produire davantage et à vendre notre produit. Thiémé et Kimbiri-la-Nord sont les bénéficiaires dans le district du Dinguélé du projet gouvernemental des marchés de proximité exécuté par l'OCPV, Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers. Le projet d'appui à la collecte et à la mise en marché des produits vivriers vient apporter des solutions concrètes à certains de ces défis. Les différents marchés de proximité pourront échanger des informations sur les disponibilités et les prix en temps réel. Le ministre-gouverneur du district autonome du Dinguélé se félicite de l'implantation de ces 2 marchés qu'il présente comme éminemment stratégiques et porteurs de tous les espoirs. L'action menée aujourd'hui par le gouvernement à travers l'OCPV, il s'agit non seulement d'assurer dans de bonnes conditions la commercialisation de nos produits, mais de tout mettre en œuvre pour que l'information circule. Thiémé et Kimbiri-la-Nord, équipés de 2 camions de 5 tonnes et de 3 tricycles destinés au transport des produits des champs vers les espaces d'échange, portent à 16 le nombre de marchés de proximité déjà construits sur un total de 40 prévus dans la phase pilote selon l'OCPV. Et dans l'actualité internationale, toujours pas de nouveau pape au 2e jour du conclave. 2 nouveaux votes sont prévus ce jeudi après-midi. La fumée noire s'est échappée de la cheminée de la chapelle Sixtine ce jeudi à la mi-journée, comme vous pouvez voir sur ces images. Au 2e jour donc du conclave, signe que les 2 tours de vote des cardinaux de cette matinée effectués n'ont pas permis d'élire un nouveau pape, le 267e après Saint-Pierre.
Les commémorations du 8 mai en Europe, 8 mai 1945, il y a 80 ans, le nazisme était défait. Le 8 mai 1945 à 23h01 était signé à Berlin l'acte de capitulation de l'Allemagne hitlérienne. Cette date est tout un symbole de la défaite des nazis dont les crimes marquent à jamais l'histoire de l'humanité et cette année 2025 marque le 80e anniversaire de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie. C'est le dernier point de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez toutes nos informations en replay sur rti.info. Je vous souhaite un bel après-midi sur RTI 1. Bel après-midi à toutes et à tous.